va essayer d'organiser un peu la suite. Et avec les échéances des législatives qui arrivent, qui sont importantes, hein, parce qu'il va falloir faire front à Renaissance, le nouveau nom magnifiquement bien choisi, n'est-ce pas? Donc juste pour des bonnes nouvelles, c'est qu'on est tous là entre résistants. Pour les législatives, donc les candidatures, c'était semaine dernière, et on a quand même sur le Haut-Rhin des candidatures de résistants qui se sont manifestées. Circonscription 2, on a Vincent Ackermann, donc circonscription 2, c'est Guebwiller, Rouffach, Münster, Winsenheim, qui remonte un peu jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Vincent Ackermann avec Ensemble pour les libertés. Circonscription 3, Altkirch, Huningue, Danemarie, Hirzing, Ferret, tout ça. Là, c'est Antoine Wechter, donc, que vous avez vu souvent en manif. Circonscription 4, Thann, Ensisheim, Cernay, Masevaux. Donc c'est Olivier Bitterlin et celle que vous connaissez tous, Sabrina, qui ramassait les bouchons, qui faisait partie de la team bouchon. Ouais, elle n'est pas là, elle aurait voulu. Mais donc voilà, elle est aussi sous l'étiquette Ensemble pour les libertés. Circonscription 5, notre honoré. Ok, bon voilà, on va laisser le suspense. Circonscription 5, hein, on est beaucoup. Donc je pense, mais ça c'est mon avis, qu'il va falloir quand même soutenir nos amis résistants qui étaient avec nous en manif depuis le départ, qui finalement pour se présenter aux législatives investissent personnellement, financièrement, et ça coûte très très cher de se présenter aux législatives. Donc la barre c'est 5% évidemment, alors le mieux c'est de passer au deuxième tour, mais 5% ils pourront au moins se faire rembourser le budget qui est quand même entre 5 et 8 000 euros en moyenne, juste pour la propagande électorale du premier tour. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien, on cherchera du coup des volontaires partout, on lancera des appels dans les groupes pour ceux qui habitent dans certains secteurs, pour pouvoir aller mettre dans les boîtes aux lettres, pour préparer soit les réunions d'information, parce qu'il y aura des réunions d'information, ou pour le tractage tout simplement, éventuellement coller des affiches aussi pour ceux qui le souhaitent. Enfin voilà, il n'y a pas d'obligation, mais toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci pour eux et merci à vous encore d'être là. Bisous. Alors pour aujourd'hui, on a quelques mots à dire à tout le monde. La première chose, comme l'a dit Marion, effectivement, la campagne va être rude. Elle va être rude pour plusieurs raisons, mais la première et la plus importante, c'est que aujourd'hui, ils ne nous prennent pas au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce sont des indépendants. Il y en a même ici qui l'ont répété. Ce n'est pas parce qu'on est des indépendants qu'on ne pèse pas. Et ce n'est pas parce qu'on est des indépendants qu'on ne peut pas gagner. Les voies sont libres, parce que je crois en un seul principe. Nous sommes nés libres et égaux dans les devoirs et dans les droits. Votre droit, comme je l'ai dit la dernière fois, est de tenir votre bulletin et de choisir. Et ça, c'est le premier des droits de l'exercice démocratique. Vous avez encore votre bulletin. Vous savez ce que vous allez en faire. En tout cas, réfléchissez. Et bien entendu, faites-en bon usage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, évidemment, plus les choses avancent, moins ils vont être sûrs d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons décidé tous, et je vous dirais même, moi en premier, de faire trembler le sol sous leurs pieds. Nous n'allons pas nous laisser faire. On n'a pas leurs moyens, on n'a pas leur travail qui leur permet d'avoir suffisamment d'appui derrière, parce qu'ils vont utiliser leur réseau de toutes sortes. Nous, on n'a pas tout ça. D'accord? Parce qu'à travers, pour certains, les municipalités, pour d'autres, le département, pour d'autres encore, je ne sais quel autre réseau, nous, on n'a que notre voix, nos bras et notre volonté. Ouais, mais on est nombreux. Notre volonté. Et avec cette volonté, on peut vaincre qui on veut et quand on veut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils disent,
les partis existent, les appareils existent. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'avez personne derrière. C'est vrai, je n'ai pas d'appareil, je n'ai pas de parti, et je le revendique. Mais vous savez ce que j'ai? J'ai l'envie, la volonté, et surtout, il y a quelque chose auquel je tiens, la liberté. Et ces trois choses nous permettront à nous tous d'aller vite et fort dans nos choix. Cette galère, je l'assume. Moi, je vais l'assumer, cette galère. Mais je vais vous dire quelque chose. Les partis politiques ont montré aujourd'hui leur échec. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Prenez tous les partis sans exception. Qu'est-ce qu'ils représentent? Quand vous prenez le corps électoral, et c'est ce que j'ai expliqué à la journaliste hier, quand vous prenez le corps électoral, même notre président, il ne représente même pas 12% du corps électoral. Quand vous aurez enlevé les abstentionnistes, quand vous aurez enlevé les votes nuls et blancs, d'accord? Et quand vous aurez enlevé aussi ceux qui ne devaient pas voter pour lui parce qu'ils avaient leur propre candidat, ils ont dû se rallier à lui, soi-disant pour faire face au Front National ou au RN. Qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il lui reste? Et voilà la démocratie. Quelqu'un qui ne représente même pas 12% du corps électoral devient votre président. Et il est considéré comme démocratiquement élu. Retenez ce chiffre-là, 12% pour dominer un pays, pour prendre en main la décision au nom de ce pays-là. Quitte à ce qu'il le conduise dans la guerre et dans l'abîme. L'abîme social, c'est ça le plus important. L'abîme social, retenez-le parce que nous sommes dans l'abîme social. Et nous irons encore plus dans l'abîme social si nous ne réagissons pas. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez accepter que nos droits se réduisent de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus? Est-ce que vous voulez perdre votre système de santé? Est-ce que vous voulez perdre votre système éducatif? Est-ce que vous voulez perdre même votre sécurité? Est-ce que vous voulez perdre même votre protection par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire notre armée, parce qu'on va nous impliquer dans une guerre qui n'est pas la nôtre? Contrairement à ce qui est dit, il ne s'agit pas de choisir entre l'Ukraine et la Russie. Il s'agit de choisir nos intérêts. Quel est notre intérêt à nous? Quel est notre intérêt stratégique? Quel est notre intérêt sur le plan géographique? Quel est l'intérêt pour nous sur le plan politique? Sur le plan des relations internationales? Quel est notre intérêt de s'impliquer dans cette guerre? Rien. Pour cette guerre, en 3 semaines, on a débloqué 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros rien que pour la France. 40 milliards de dollars pour les États-Unis, hier voté par le Congrès. Ça vous démontre déjà le poids. 2 contre 40. Qui décide de la guerre? Ce sont ceux qui vont envoyer les missiles, les chars, etc. ou nos 2 malheureux milliards de dollars. Pourquoi? Pour priver notre système de santé, pour priver notre système de retraite, pour priver notre éducation de ces moyens-là qui auraient pu servir mieux et plus utilement pour l'ensemble de la population. C'est ça la réalité. C'est-à-dire on vous ment sur toute la ligne. Vous voulez accepter ces mensonges? Continuons. Vous voulez arrêter ces mensonges? Votre bulletin de vote doit réagir. Je suis en colère, je l'ai dit hier à la journaliste, je continue d'être en colère. Parce qu'il y a quelque chose qui est innommable qui est en train de se passer dans notre pays. Parce qu'il y a des mensonges d'État. Des mensonges d'État depuis des années maintenant. Des mensonges d'État sur les questions sanitaires. Puisqu'on nous a dit que l'épidémie était incontrôlable, etc. On nous a privés des libertés. On nous a privés des libertés, on était des prisonniers, dans tous les sens du terme. Personne ne peut le nier. Nous étions des prisonniers. Le confinement, c'est quoi? C'est nous priver de notre liberté de mouvement, de sortir, de bouger, de se déplacer, et même de parler. Même de parler. Les gens ne pouvaient même plus se parler. Parce que pour parler, il faut se voir. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit pour parler. Ça peut être utile pour passer une information. Ça peut être utile pour passer une blague, une vanne, une vidéo. Mais le véritable dialogue ne peut se faire qu'entre humains, en direct. Comme je suis en train de vous parler là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion pendant ce temps-là? Rien. Il y a eu un flux d'informations.
On était vraiment gavés d'informations sur la situation sanitaire, mais avec des mensonges mais éhontés. Au début, le masque n'est pas utile, avec la fameuse ministre Ndiaye. Vous savez, moi je ne sais même pas utiliser le masque. Du jour au lendemain, le masque est devenu obligatoire. Il est tellement devenu obligatoire que vous ne pouvez même pas marcher dans la rue sans masque. L'absurdité de ce masque, c'est que quand vous êtes à l'étage, vous n'aviez pas besoin de votre masque. Quand vous êtes en bas, vous avez besoin de votre masque. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes sur une terrasse, vous n'avez pas besoin de masque, vous marchez dans la rue, vous avez besoin d'un masque. Pire encore, quand vous êtes sur votre balcon, on vous dit ouvrez les fenêtres pour respirer l'air. Quand vous êtes dans la rue, non, il ne faut pas respirer l'air, c'est pour ça qu'il faut mettre le masque. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez suivi tout ça ou pas? Je vous prie de m'excuser. Par rapport au vaccin, c'était la même chose. Mais avant le vaccin, notre système de santé, on fait semblant de le découvrir. Et pourtant, notre ministre de la Santé, c'est un neurologue. Très bien. Un neurologue qui ne connaît pas notre système hospitalier, c'est grave. Qui ne connaît pas l'absence de moyens, l'incapacité de faire face à une telle situation, c'est très grave. Aujourd'hui, on l'a recyclé. Il n'est plus ministre de la Santé, maintenant, il s'occupe des relations avec le Parlement. Il nous a arnaqué, nous, maintenant, il arnaque le gouvernement, le Parlement entier. Comme si le Parlement en avait besoin. Parce que le Parlement lui-même a été arnaqué, pour ne pas dire impliqué également dans cette décision. Pour pondre des lois qui sont attentatoires à nos libertés. Qui sont attentatoires aux droits du personnel soignant. C'est ça la réalité. Ce sont nos lois aussi qui ont porté atteinte aux intérêts de tous, au personnel soignant, au système hospitalier. Parce que quand on dit on n'a pas les moyens, qui est-ce qui vote les budgets? C'est pas le Parlement par hasard. Pendant 5 ans, à chaque fois, même les candidats maintenant qui renouvellent leur mandat, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. Qu'ils nous disent quelles sont leurs réalisations. Lisez. Moi, quand je sors d'un mandat, je dis voilà ce que j'ai fait pour vous. Et je vous montre mes actions. Je vous montre mes réalisations. Je vous dis voilà ce que j'ai fait pour vous. Pas pour ma pomme. Pas pour ma carrière. J'ai lu quelques extraits de ceux qui ont été pendus pour tel ou tel candidat que je nommerai pas. Mais pas un mot sur ce qu'ils ont fait. À croire qu'ils n'ont rien fait. Et j'ai l'impression quand même que la population est endormie. C'est notre rôle à nous tous. Moi seul, je ne ferai rien. Et je ne pourrai rien faire. C'est notre rôle à nous tous de réveiller cette population pour lui dire, mais messieurs, mesdames, même les enfants, mais regardez voir, le type, il n'a même pas de réalisation puisqu'il n'en parle pas. S'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, il dirait, regardez voir ce que j'ai fait. Vous savez, quand vous allez dans un magasin, il vous dit, bah, moi je vous vends l'essence moitié prix, ou je vous vends le riz moins cher. Lui, il ne vend pas l'essence moins chère, il ne vend pas le riz moins cher, tout est devenu plus cher, et l'accès à tous les services publics sont devenus pires. Quel est notre système de santé aujourd'hui? Il est toujours au même point. Il est toujours au même point, puisqu'on n'a pas rajouté des moyens. Bien pire encore, puisqu'on a moins de personnes qui travaillent. Ceux qui travaillaient et qui étaient vaccinés sont épuisés, et ceux qui pouvaient travailler pour compléter, ben, ils sont exclus. Ce n'est pas mon seul cheval de bataille, rassurez-vous, mais ça fait partie des absurdités que nous devons subir jour après jour, sans que nous nous posions des questions, puisque évidemment on est considéré comme moins des idiots. Parce que si on nous traitait comme des idiots, ils nous donneraient quelques informations, je dirais, pour nous donner un peu de grain. Mais là, rien. Même pas un mot. Même pas d'explication. Comme si la situation était normale, qu'on n'avait pas de problème. Par contre, la seule chose qu'on a instaurée, c'est la peur. C'est la peur. La peur pour l'avenir, comme s'ils n'en étaient pas responsables. La peur pour le passé, comme s'ils n'en étaient pas responsables. La peur pour notre sécurité, comme s'ils n'en étaient pas responsables. La peur pour notre santé, pour notre éducation et l'éducation de nos enfants, comme s'ils n'en étaient pas responsables non plus. Mais qu'est-ce que vous avez fichu pendant 5 ans?
Qu'est-ce que vous avez fichu pendant 5 ans? Posons-nous la question. Vous savez, moi, je prétends pas avoir des solutions miracles. Et seul, je ne ferai rien. La seule chose que je suis capable de faire, c'est de réunir autour de moi et de m'approcher de tous ceux qui ont des volontés pour agir pour notre avenir, l'avenir de nos enfants et l'avenir de nos petits-enfants. Je parle toujours des enfants et des petits-enfants parce que, vous savez, je ne travaille pas pour ma carrière. Ma carrière est derrière moi. Je travaille pour le futur. Si aujourd'hui j'interviens, et c'était la question de la journaliste d'hier, je dis, madame, on ne fait pas de carrière politique à 62 ans. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Vous voyez, la dernière fois, j'ai dit 70 ans. Vous ne le faites pas. Merci, vous êtes gentil. Je préfère que ce soit une fille qui le dise. Vous ne le faites pas. Non, mais c'est vraiment pour... Non, mais revenons sur ce que je disais. C'est pas à 62 ans qu'on construit une carrière politique. D'accord? Si moi je voulais faire une carrière politique, j'aurais commencé il y a 30 ans. J'aurais intégré un parti politique et j'aurais été vraiment dans l'appareil. J'aurais choisi n'importe quel parti, ils auraient été heureux de voir un beau gosse comme moi pour reprendre ce que vous avez dit. C'était la boutade, il faut de temps en temps alléger l'atmosphère. Mais je n'ai pas fait ce choix-là. Parce que je croyais naïvement que la démocratie va continuer de générer quand même des personnes qui sortent du lot et qui ont envie que les choses changent. Mais en réalité, j'ai l'impression que nous sommes dans un système consanguin. On génère toujours les mêmes et toujours de pire en pire. C'est de pire en pire. Avant, ils avaient un peu de pudeur pour faire quelque chose. Personne n'aurait dit, bah tiens, je vais m'amuser à casser le système de santé. Ils faisaient les actions pour, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. Et c'est pour cela que c'est allé crescendo. Au niveau du personnel qui n'a pas été remplacé, on a regroupé les centres hospitaliers pour dire que c'est plus efficace, mais en réalité, on a éloigné les citoyens des centres hospitaliers. Et là maintenant, on nous dit, bah, il va falloir réouvrir des maternités que eux ont fermées. Vous l'avez entendu. Maintenant, il va falloir réouvrir des maternités que eux ont fermées. Mais pourquoi vous les avez fermées? Parce que vous n'avez pas voulu les doter des moyens, parce qu'ils disaient, ouais, mais il n'y a pas eu d'accouchement. Mais en réalité, parce qu'il n'y avait pas assez d'anesthésistes, de médecins chirurgiens, de personnel soignant, des infirmiers, etc. C'est ça la réalité, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas assez d'accouchement. Pourquoi? Quel est le taux d'accouchement? Quel est le taux d'accouchement pour un hôpital? Il faut vraiment qu'on en fasse 70 ou 80 par jour. Mais pour cela, il faut travailler aussi sur l'urbanisation. Personne ne veut travailler sur l'urbanisation. On a concentré les gens parce qu'on les a éloignés de leur lieu de domicile, de leur lieu d'essence, parce que les gens vont vers le travail. Quand vous le mettez tout dans les villes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se dirigent vers les villes. C'est ancien comme le monde. Et c'est comme ça que, je dirais, l'urbanisme s'est construit. C'est sur la main-d'œuvre qui venait de l'extérieur. Et c'est comme ça que nos paysages des alentours se sont vidés au fur et à mesure. C'est ça la réalité. C'est quoi le désert médical? C'est parce qu'il n'y a plus personne qui habite dans ce coin-là, pas seulement parce qu'il n'y a pas de médecins. Parce que les médecins ne vont pas à tel ou à tel endroit parce qu'il y a 50 malades. Si la population ne s'était pas déplacée par les décisions sur l'urbanisme, sur l'industrialisation, parce qu'on a désertifié un certain nombre de zones où il y avait des industries, il y avait des fabriques, et il y avait des ateliers. Maintenant, tout ça, ça a fermé. Pourquoi? Au nom du libéralisme. La force de l'argent. La puissance de l'argent. C'est ça qui doit dominer tous. C'est ça qui doit vraiment nous dominer. Si on est privé du système de santé, parce qu'il ne fallait pas trop investir. Puis en même temps, on bascule tout doucement vers la privatisation, en tout cas vers un système privé qui ne correspond plus à rien, qui ne correspond même pas à notre idée de l'égalité, et encore moins de la fraternité. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent, il vaut mieux l'emprunter. Comme ça, l'État lui-même devient débiteur des banques et des organismes financiers internationaux et nationaux. Comme ça, on perd toute capacité de décision. C'est eux qui décident pour nous. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ce sont eux qui décident. Au début, ils disaient, bah, les taux d'intérêt sont négatifs. Très bien.
Et maintenant, ça commence à monter. Ça monte comment? En même temps que l'inflation. Comme par hasard. C'est-à-dire, non seulement vous payez plus cher les produits que vous achetez, mais vous payez plus cher vos crédits. Et vous payez plus cher vos remboursements. C'est-à-dire, l'État lui-même va payer plus cher. Parce qu'ils vont dire, oui, il faut aligner. Mais ils attendent de bons moments. Madame Lagarde veille au grain. C'est la patronne de la Banque Centrale Européenne. Hein. C'est elle qui décide de taux d'intérêt. Et vous verrez, au fur et à mesure, si vous vouliez demander des crédits, vous allez voir que les taux vont augmenter au fur et à mesure pour s'aligner au taux de l'inflation. C'est-à-dire, on parle d'un taux d'inflation de 7%, vous imaginez l'idée d'emprunter à 7%. À 1%, on a déjà du mal à rembourser. À 7%, je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire que plus personne n'investira rien. Et votre épargne ne vaudra plus rien, parce que votre épargne était attachée à quoi? Était attachée à la caisse d'épargne, ce qu'on appelait dans le temps, c'est-à-dire le livret A. C'était un taux négatif. Alors je vais vous expliquer ce que j'explique à mes enfants sur le mot érosion monétaire. Ça va être très simple. Vous entendez ce mot-là, érosion monétaire. C'est quoi l'érosion monétaire? C'est simple. Vous prenez votre caddie aujourd'hui, vous le poussez, vous mettez dedans 100 € de produits. Dans 3 semaines, vous le poussez, vous mettez 100 €, vous avez moins de produits. Ça s'appelle l'érosion monétaire. Vous avez perdu de l'argent en termes de produits dans votre caddie. Parce que votre argent n'achète plus les mêmes objets, n'achète plus les mêmes produits. C'est je dirais, le cours d'économie le plus simple à donner. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que nous sommes en train de subir tous. Parce que, rassurez-vous, je pousse mon caddie comme vous. Et je sais ce que je mets dedans, et je sais à chaque fois ce que je dois rajouter pour mettre le même nombre de produits dans le même caddie. C'est-à-dire même sur notre existence, parce que si on n'arrive pas à se nourrir et nourrir ses enfants décemment, qu'est-ce qu'il nous reste? Si on n'arrive pas à les héberger décemment, parce que les loyers vont augmenter, et ils vont suivre le taux d'inflation. Les propriétaires ne vont pas se gêner, parce qu'ils vont dire, bah écoutez, moi j'ai investi 100 000 € dans cet appartement-là, il m'en rapporte 3 000 €, maintenant il faut qu'il m'en rapporte 6 000 €, parce que les 6 000 € ils doivent correspondre au taux d'inflation, parce que c'est encore une fois l'histoire du caddie. C'est pas plus compliqué. J'essaie de simplifier ces choses-là pour que vous compreniez, pour que vous soyez vous-même les transmetteurs de ces idées-là. Moi, tout seul, je ne ferai rien, mais sans vous, je ne ferai rien. J'ai besoin de chacun d'entre vous, j'ai besoin de chaque parole de vous, j'ai besoin de chaque énergie qui vient de votre part, j'ai besoin de chaque bras qui vient de vous. Pourquoi? Parce que chaque bras devient d'abord une main pour glisser le bulletin, mais aussi une énergie à déployer pour faire face à cette tyrannie qui nous domine. Si vous voulez continuer d'accepter cette tyrannie, libre à vous. Moi, le matin, quand je me lève, je me dis, j'ai envie de la casser, j'ai envie de la briser. Vous pouvez m'aider, vous pouvez aussi faire comme tant d'autres. Je ne suis pas en train de vous décourager. Vous pouvez faire comme tant d'autres. Rester à la maison et dire, ça ne me regarde pas. Et avoir bonne conscience parce que vous avez envoyé votre chèque au Secours populaire en disant, ils vont nourrir un certain nombre de familles. Ce que nous faisons tous, j'ai cité le Secours populaire, mais ça peut être le Secours catholique, ça peut être l'Armée du Salut, ça peut être n'importe quelle autre association. La question n'est pas là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avoir bonne conscience. La bonne conscience, c'est de se lever le matin pour dire comment je vais briser cette tyrannie. Parce que là, vous touchez à la racine. Ce n'est pas la peine de couper une branche. Il y a un arbre pourri dans notre jardin qui est composé des appareils politiques actuels et il faut des indépendants. Il faut des indépendants. Vous avez commencé à les sanctionner, les appareils politiques. Parce que quand on voit le Parti Socialiste à moins de 3%, quand vous voyez les Républicains à 3%, quand vous voyez les Verts qui croyaient avoir dominé le monde, en réalité c'est une religion, c'est plus une solution. C'est ça la réalité. Et là aujourd'hui, maintenant ils sont obligés de se regrouper pour dire, bah, tiens, on va porter quelqu'un estimable. Et la question n'est pas là pour devenir Premier ministre, mais comment vous allez faire travailler un insoumis avec un socialiste? Qu'on m'explique. Quelqu'un qui a été pendant 30 ans dans le libéralisme, dans le fédéralisme européen, dans la destruction de notre système social, parce qu'on oublie que ce sont eux qui sont responsables depuis les lois Auroux, c'est-à-dire les années 80, ça ne me rajeunit pas tout ça.
C'est eux qui ont détruit la représentation du personnel, la représentation syndicale, et puis bien entendu, l'action collective. Aujourd'hui, Macron peut se passer de discussion avec les syndicats. Vous remarquerez qu'il ne les a jamais reçus, qu'il ne les a jamais convoqués, qu'il n'a jamais discuté avec eux. Il a pensé à l'un d'entre eux, quand il pensait à un Premier ministre, on lui dit vous prenez Berger, le patron de la CFDT. Il a dit non, je ne veux pas prendre un syndicaliste, vous m'emmerdez. Vous voyez le mépris? Parce que, bien entendu, il ne croit pas en la représentation du personnel, il ne croit pas en la représentation syndicale. On préfère casser ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui sont susceptibles de porter vos revendications, qui sont susceptibles, je dis bien susceptibles parce qu'ils le font de moins en moins, qui sont susceptibles de porter vos idées, qui sont susceptibles de porter vos revendications, même pour défiler au 1er mai. Regardez voir ce que ça réunit aujourd'hui le 1er mai. Pratiquement rien. C'est désolant, moi qui ai connu des 1er mai où on défilait tous. On me disait, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Mais je dis, mais il est comme vous, il est travailleur dans une pipe. C'est la fête du travail. Même les employeurs devraient défiler avec vous. Parce qu'ils travaillent. Ce n'est pas une question de classe. Parce que moi, je défends. Il m'arrive de défendre des entreprises face au pouvoir des finances. Parce que quand les banques exercent des pressions, ils vous poussent à la liquidation. Et avec le système de cautionnement, ils vous raflent tout. Maison, entreprise, voiture, femme, vie. Tout part en même temps parce que vous avez osé investir. Et bien entendu, à un moment donné, on vous retire le tapis sous le pied et vous vous retrouvez allongé par terre. Vous n'avez plus rien. Il faut penser aussi à ces gens. On n'est pas des ennemis entre nous. Nous sommes tous dans la même galère. Et c'est dans laquelle que je me retrouve aujourd'hui, parce qu'on me dit, qu'est-ce que vous foutez dans cette galère? Ben, je vous fous dans cette galère parce que je voudrais que nous en sortions tous. J'aurais pu prendre des week-ends au lieu de venir avec vous, je vous le dis. Merci. J'aurais pu prendre des week-ends pour aller au soleil. Et de temps à autre, faire comme d'autres. Bonjour, vous allez bien, bon courage. Non. J'ai fait ce choix-là prémédité. Prémédité. Parce que je ne supporte plus l'injustice. Parce que depuis que je suis né, depuis que j'ai ouvert les yeux à cette vie, je ne supporte plus l'injustice. Il faut que ces injustices cessent. Il faut que ces injustices cessent. On ne peut plus continuer. Nous ne sommes pas des sauvages dans une pipe. Nous ne sommes pas des sauvages. C'est quoi ces injustices sur lesquelles on s'arrête et on dit c'est pas grave. C'est grave. Parce qu'il y a quoi? Il y a la mise en cause de notre cohésion sociale. Ça veut dire qu'on nous prépare en quelque sorte à une sorte de guerre civile. Parce que en réalité, les frères de la citoyenneté vont s'opposer les uns aux autres parce que chacun veut essayer d'avoir un morceau du gâteau. Et le gâteau devient de plus en plus réduit. Oui, parce que ce gâteau ne nous appartient plus, il appartient aux organisations financières. Et ils ne nous donneront rien. Ils ne nous donneront rien, ils vont dire on va tout privatiser. Tu veux un système de santé, tu prends un contrat d'assurance comme aux États-Unis. Tu veux l'éducation, tu as l'éducation publique qui va être aussi misérable que, je dirais, qu'une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Vous n'aurez même pas d'idée sur ce que ça pourrait ressembler. Ou à quoi pourrait ressembler notre système de santé et notre système éducatif. Même notre sécurité. La sécurité privée va être privilégiée. Ça a commencé, moi qui ai connu cette époque-là, dans les aéroports, dans les magasins, dans tous les lieux publics maintenant, même dans les hôpitaux. La sécurité privée. Vous imaginez, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital, vous passez par la barrière de la sécurité privée. Mais on n'est pas des criminels. On vous demande contrôle d'identité. Contrôle d'identité. Mais c'est quoi ça? On vit où? Nous sommes nés libres et égaux. Oui. Nous sommes nés libres et égaux. Répétez-le, nous sommes nés libres et égaux. Nous sommes libres et égaux. Libres et égaux. Et personne ne veut résister à cette situation? Personne ne veut dire quelque chose pour que ça cesse? Vous imaginez ça? Moi, personnellement, je ne le supporte plus. Moi, personnellement, je ne le supporte plus. Vous faites comme vous voulez, décidez de ce que vous voulez. Je suis parti pour me battre. Sur une chose,
c'est que quand je vous parle, je vous regarde dans les yeux, je ne vous dis que la vérité. Tous les chiffres que j'ai énumérés, c'est la vérité. Je n'ai pas donné une seule donnée, pas une seule, qui soit inexacte. Pas une seule. Pas une seule. Et je me dis au défi quiconque de me dire, Maître Chamy, non, ce n'est pas vrai. Et vous imaginez dans quel mensonge on vit. Vous imaginez dans quelle hypocrisie on vit. Et encore une fois, on régénère les mêmes pour créer une nouvelle génération de dégénérés qui vont gouverner, administrer, décider de votre sort, du sort de vos enfants, du sort de vos petits-enfants. Et ce, jusqu'à la nuit des temps. Parce que quand vous laissez à vos petits-enfants 600 milliards de plus, vous allez leur demander encore plus d'efforts. Là, on nous demande de baisser la température dans les appartements à 19. Vous imaginez, mes petits-enfants? On va leur dire, mais non, mais 19, c'est beaucoup. Puis il y a le réchauffement climatique. Faites à 12. Pensez-y. Parce que tous les jours, on nous demande des efforts supplémentaires. Tous les jours, on nous demande des, je dirais, des contraintes supplémentaires. Le mot contrainte, c'est le contraire du consentement. Les juristes comme moi retiennent une chose, c'est que vous savez, nous savons quelque chose qui s'appelle le vice de consentement. Parmi les vices de consentement, il y a le mot contrainte. Parce qu'on vous a forcé à quelque chose pour donner un consentement, mais en réalité, ce consentement ne pouvait pas être donné sans cette contrainte-là. Et aujourd'hui, la contrainte imposée sur tous les plans est là et personne ne résiste. Il n'appartient qu'à vous de faire partie du camp des résistants ou du camp des collabos. Je suis brutal en le disant, mais je vous ai dit la répartition de la population. Soit c'est vous qui allez prendre en main les 90 pour les entraîner, pour les ramener vers le camp de la résistance, pour leur dire, vous voulez retrouver votre sécurité sociale qui a été donnée par les vrais résistants, venez avec moi. Vous voulez retrouver votre retraite qui a été acquise par les vrais résistants, venez vers moi. Vous voulez retrouver votre système d'éducation qui a fait en sorte que pendant des années, la cohésion sociale a été trouvée parce que c'était le symbole de l'ascenseur social. Si nos enfants n'avaient pas accès tous au même système scolaire, et bien entendu, il n'y aurait pas eu l'égalité des chances. Retenez ça, l'égalité des chances. Sans l'accès à la scolarité de manière égalitaire, l'égalité des chances n'existe pas. Parce que vous allez avoir le gamin qui va être dans les écoles privées qui vont être pourries, et les autres, dont les parents sont fortunés, ils vont les envoyer dans les écoles privées. C'est une réalité. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, et c'est ce qui nous pend au nez. Je ne suis pas en train de parler pour faire peur, je vous dis des réalités, c'est ce qui vous attend tous, c'est ce qui nous attend tous. Peut-être que je ne serai plus là d'ici là. Et c'est ça qui me fait peur, parce qu'il n'y aura personne pour porter cette voix, pour la dire dès maintenant, pour dire, tiens, il y a quelqu'un qui l'a dit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai accompli mon rôle en vous le disant, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'un jour, si les résistants ne se réveillent pas, si les résistants n'arrivent pas à attirer plus de monde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les avantages que nous avons aujourd'hui vont être perdus. Vont être perdus. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous savez, la situation est beaucoup plus dramatique qu'on le pense. On ne le dit pas suffisamment. Est beaucoup plus dramatique qu'on le pense. Ce n'est pas pour vous faire peur, encore une fois. Mais il y a des choses qui sont là sur le terrain. Quand je vous parle du système éducatif, c'est quoi le système éducatif? C'est aussi l'ascenseur social. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire, moi il y a 40 ans je suis arrivé en France. Je vais vous dire quelque chose. J'avais 500 francs en poche, c'est tout ce que j'avais. Je le dis à mes enfants pour qu'ils s'en rappellent. J'avais 500 francs en poche, je n'ai pas honte. J'aurais pu être égoïste et bosser pour moi, m'enrichir, faire une fortune, et j'en ai eu des occasions. J'ai toujours fait, y compris sur le plan professionnel, pour que ma main soit tendue à ceux qui en avaient besoin. À militer contre l'injustice. J'ai certes moins d'argent, même si vous voyez que
Maître Chamy est toujours bien habillé, mais en réalité, c'est pas parce qu'il est bien habillé qu'il a plus d'argent que vous. Parce qu'il aime bien les belles choses, voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien les belles personnes telles que vous. Et maintenant, je suis sûre que vous allez faire. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. J'adore. J'apprécie la générosité. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est estimable, c'est franchement estimable. Et ça me touche. Mais sachez une chose, c'est que si j'en suis là, c'est aussi grâce à l'ascenseur social. Si mes enfants ont fait des études universitaires, c'est grâce à l'ascenseur social. C'est pas grâce aux 500 francs avec lesquels je suis venu. J'ai eu des enfants, j'ai des enfants qui ont tous fait des études universitaires, plutôt réussis. Je leur dis pas que je suis fier, parce que ça c'est un deal entre eux et moi, parce que je leur dis je serais fier qu'on ferait quelque chose d'extraordinaire. Là jusqu'à maintenant vous faites que ce que vous deviez faire. Un étudiant ça étudie, un travailleur ça travaille. Le jour où vous ferez quelque chose d'exceptionnel, là, je serai fier de vous. C'est pour les encourager, parce qu'il faut toujours tracer des objectifs. L'objectif pour nous tous aujourd'hui, c'est de briser ce qui nous entoure. C'est de briser ceux qui essayent de nous contraindre à accepter ce que nous ne voulons pas accepter. Ceux qui veulent tout simplement nous dire « Votre système, je vais le détruire et vous n'aurez même pas la capacité de résister. » Faites en sorte que le projet s'arrête. Faites en sorte que vous brisiez leur volonté et leur capacité d'agir contre vous. Faites en sorte que tous leurs rêves soient brisés. Même l'envie de penser à vous faire du mal soit brisée. C'est la seule chose qui vous reste. Qu'est-ce qui vous reste? Vous avez la possibilité, bien entendu, de vous taire. Mais vous avez aussi la possibilité de parler, de vous exprimer. Ne faites pas confiance à l'idée courante comme quoi vous êtes peu nombreux ou les indépendants n'ont pas de rôle. Nous, on a chacun un rôle. Nous pouvons changer notre sort, nous pouvons changer notre destin. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui et je continuerai de vous parler sur le même ton. Je continuerai de vous parler avec la même véhémence, avec la même force, avec la même envie de communiquer avec vous, de communier même avec vous. Même si le terme est religieux, mais ce n'est pas grave. Si nous sommes en communion parce qu'on a envie d'exprimer quelque chose qui nous fait ressortir du marasme dans lequel nous nous trouvons, oui, allons-y. Mais nous ne nous laissons pas emporter par la vague du désespoir et du désarroi, parce qu'à un moment donné, les lamentations doivent cesser et le réveil va être très brutal. Ce sera surtout le réveil de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fichu, nos parents et nos grands-parents? Ayez ce courage et ayez même la fierté de dire, j'ai essayé. Et j'ai essayé. On gagne, on perd, nous verrons. Nous sommes capables de gagner. Nous avons la capacité de gagner. Nous avons la capacité de nous dépasser. Il suffit juste que vous exprimiez votre volonté. Le bulletin est un moyen, mais il n'y a pas que ça. Votre voix compte, votre expression compte, votre communication compte, vos messages, même sur les réseaux sociaux, comptent. Tout compte. Transmettez la bonne parole, réveillez les consciences et vous ferez gagner votre cause. Vous ferez gagner votre cause. C'est quoi? C'est votre avenir, l'avenir de vos enfants et l'avenir de vos petits-enfants. Je ne demande rien pour moi. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de projet politique. Je n'ai pas de carrière à mener, je n'ai pas de projection dans ce sens-là. La seule chose qui me fait envie aujourd'hui, c'est que nous puissions tous gagner ensemble. Nous pouvons le faire. Moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre volonté, j'ai besoin de vos mains, j'ai besoin de votre voix, j'ai besoin de votre expression, j'ai besoin de chaque parole. Soyez unis, soyez fiers, soyez dignes, devenez résistants si vous ne l'êtes pas. Et si vous les êtes déjà, eh bien, continuez d'être résistants et allez plus loin encore dans votre résistance parce que c'est le seul combat que nous devrions mener et c'est le seul combat que nous sommes capables de mener. Je suis avec vous, avant d'applaudir, je suis avec vous, je resterai toujours avec vous et vous pouvez toujours compter sur moi. Je vous dirai juste un mot. Il y a un vent qu'on aimerait bien nous emporter, c'est le vent de la liberté. Soyez libres. J'ai d'émotions quand je vous vois. Parfois j'ai les larmes aux yeux, parfois j'ai la gorge nouée.
Mais ça ne suffit pas. Il faut sortir. Il faut serrer les dents, il faut continuer, il faut avancer pour parvenir à la cause pour laquelle nous sommes battus et nous nous battrons encore. Serrez les dents. Ils vont vouloir nous faire du mal. Ils vont vous faire mal. Mais serrez les dents, vous pouvez même leur rire au nez en disant « vous ne faites pas mal » et continuez, avancez, avancez, avancez jusqu'à la victoire. Nous serons tous victorieux, nous gagnerons tous ensemble. Et comme on dit en alsacien, je vous le dis, Philippe, Wir gewinnen alle zusammen! Oh! merci à vous pour votre présence, merci à vous pour votre soutien. Utilisez votre bulletin et vous gagnerez.